Cette émission est enregistrée au Café Oui mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Léa Clermont-Dion. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Alors Léa, vous avez étudié à l'Institut d'études de politique à Paris et vous êtes candidate à la maîtrise en sciences politiques. Vous êtes l'auteur de La Revanche des moches et vous avez dirigé le recueil Lettre à un souverainiste. Chroniqueuse, on a pu vous voir et vous entendre à C'est bien meilleur le matin, Les Lyonnes, Alors on jase et vous êtes collaboratrice à Formule Diaz. Vous êtes également la co-instigatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Et votre premier film documentaire, Beauté fatale, a été diffusé à Télé-Québec en décembre 2014. Alors Léa, je m'intéresse aujourd'hui à vos sources d'inspiration, vos influences, et je vous pose la question, de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Mais cette année, c'est sûr que j'ai été très influencée par deux jeunes de ma génération qui sont des créateurs absolument extraordinaires, Édouard Louis, pour en finir avec Eddie Bellegueule, et Christine and the Queens, qui a paru un album extraordinaire. Et pourquoi ces deux jeunes-là m'intéressent, ils ont en bas de 25 ans, c'est qu'ils s'intéressent à la question, je pense, de l'identité sexuelle. Ils revendiquent une certaine conception des choses à cet égard-là. Ils remettent en question les schèmes établis et ils créent de façon, je dirais, singulière. C'est vraiment des grands talents. Donc, si on commence avec Édouard Louis, vous l'avez mentionné, il vient de publier un roman pour en finir avec Eddie Bellegueule. Donc, une démarche au départ très autobiographique. Oui, puis ça m'inspire en même temps parce que Édouard Louis a une plume, je dirais encore, c'est réservé quand même comme ton, etc. Mais il nomme des choses extrêmement graves. Il parle de sa réalité comme jeune aussi homosexuel dans une région éloignée de la France. Et son roman, qui a été primé par les critiques, qui a été révélé au grand public également, compose donc avec cette espèce d'adéquation entre succès critique et succès populaire. Mais qui dit succès populaire dit également des fois critique, diatribe, etc. Et Édouard Louis ne fait pas l'unanimité en France, c'est-à-dire que sa façon de faire, donc un peu autobiographique, a choqué certains. Même sa famille l'a renié. Donc, à la fois, c'est comme devenu un fait divers, cette histoire-là. Ça a dû être extrêmement éprouvant pour lui. À la fois, il a été reconnu par ses pairs, quand même nommé pour le premier roman du prix Goncourt. C'est phénoménal. Et Christine and the Queens, qui va aussi un peu dans cette démarche-là, mais c'est une Française qui ne veut pas se rattacher au schème traditionnel genré, qui, elle, dit « je suis différente et je m'assume » et qui offre une espèce de pop réinventée, colorée, etc. Donc, c'est deux personnalités fortes de leur génération qui ont réussi à toucher à la fois le cœur des critiques, mais aussi le cœur de la population, et en faisant pas l'unanimité, ce que je crois qui est quand même remarquable de se tenir debout quand on n'est pas aimé par tous, disons. Pour en revenir quelques instants, pour en finir avec Eddie Bellegueule, donc Édouard Louis s'est attaqué, vous le disiez, à son milieu social, donc une très lourde charge critique contre ce milieu-là. Un acte courageux, selon vous? C'est un acte courageux, mais la démarche d'Édouard Louis, qui s'appelait Eddie Bellegueule auparavant, est extrêmement courageuse, mais en même temps, on voit très bien l'influence de Bourdieu dans son ouvrage. On sent une espèce de référence à la critique des classes sociales qui persistent et signent en France. Qui a vécu en France le sait encore aujourd'hui. On peut peut-être mentionner qu'Édouard Louis a étudié en sociologie. Étudié en sociologie, oui, exactement, à l'ENS. Il a dirigé un ouvrage sur Bourdieu. C'est un jeune intellectuel, mais il y a comme une dichotomie en France entre, justement, une certaine élite intellectuelle, j'aime pas le terme, mais c'est quand même ce qui s'impose parce que, bon, le système d'éducation fait en sorte que c'est peut-être plus difficile de s'immiscer dans les grandes écoles en France. C'est très difficile. Et donc, on sent, à travers ce roman-là,
la représentativité d'une France actuelle, une France contemporaine qui est polarisée. On le voit, il y a une montée de la droite, même une montée de l'extrême droite, dans certains cas de Marine Le Pen, le Front national. Et d'un autre côté, il y a la revendication des identités sexuelles, des genres. On l'a vu avec les manifestations pour le mariage gay, le mariage homosexuel. Et il faut comprendre que le milieu dans lequel, le milieu d'Édouard Louis est un milieu très ouvrier, mais un milieu ouvrier qui a été peut-être délaissé par la gauche française ou par le Parti socialiste notamment, qui s'identifie plus au Front national aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il rompt de façon violente avec son passé et il disait même que la violence a été un peu le moteur de son projet littéraire. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une violence très intime, une violence familiale, mais c'est aussi une violence systémique qu'on peut observer dans ce roman-là. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est encore plus profond. Oui. C'est qu'on y va à partir d'un individu pour décrire cette violence qui fait partie des mœurs français actuellement. Et c'est troublant de voir ça. Puis c'est inspirant de voir une voix forte comme ça, jeune. Aussi jeune. C'est ça, qui fait preuve quand même d'un projet avec une grande qualité littéraire et qui est porteur d'un message fondamental. C'est ça aussi, en fait, c'est que Édouard Louis parle par la bande d'intimidation. Et l'intimidation, on le sait, c'est un sujet qui est grand public, qui est populaire, mais en même temps, il respecte aussi un peu son espèce d'héritage intellectuel, puis il fait une bonne alliance entre l'approche plus grand public de cette question-là. Mais l'intimidation est une question assez fondamentale qu'il cible et c'est forcément touchant comme roman parce que ce qu'il décrit de façon très neutre dans son roman et d'une violence extraordinaire et inouïe. Et ça ne peut que nous toucher comme lecteurs. Et moi, je trouve que c'est une maturité extraordinaire de sa part, à peine le début vingtaine, à cet âge-là. Je trouve ça intéressant et motivant de voir une voix comme ça s'imposer aussitôt, d'avoir cette profondeur-là. C'est une vieille âme, ce gars-là. Oui. C'est une belle formule. Je lisais qu'il répondait à une journaliste dans une entrevue et il disait que fuir pour lui, c'était pas un acte de lâcheté, parce qu'on peut penser qu'il a fui son milieu, mais plutôt un acte de courage et que c'est se réinventer. De fuir. Bien, exactement, parce qu'il faut mettre en contexte que dans le roman, Édouard Louis explique qu'il va quitter son village natal, qu'il va quitter Hayancourt et qu'il va aller vers Paris. Il va finalement s'affranchir et s'émanciper de son milieu. Tout à fait. Ouais. Or, c'est vrai que pour certaines personnes, ça a été difficile de comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire une telle rupture avec sa famille, avec ses proches. Parfois, peut-être, ça nous confronte à notre propre réalité, nos propres malaises ou démons par rapport à notre famille, peut-être, je ne sais pas, parce que ça a choqué des gens. Mais pour lui, ce n'est pas un acte honteux d'avoir fait ça. C'est une façon, finalement, d'avoir pu exister. Il faut savoir qu'Édouard Louis est homosexuel et son ouvrage met en lumière un peu sa situation, sa réalité en tant que jeune homme dans un village qui doit finalement assumer ce fait-là, malgré, je dirais, un certain ostracisme de la différence. Je crois aussi que c'est quand même c'est vraiment une analyse très française parce que si on revient ici au Québec, c'est différent. On n'assiste pas à cette espèce de hiérarchie sociale-là qui s'impose par la structure de la société française actuelle. Et vous vous intéressez aussi beaucoup à la proposition artistique de Christine and the Queens. J'en avais parlé un petit peu. Oui, Christine and the Queens, je trouve que même à la limite, c'est complémentaire à ce que fait Édouard Louis. Parce que finalement, c'est ça, elle, comme lui, elle se tient debout et elle affirme ce qu'elle est. Dans une société où les différences dérangent, et elle a réussi à se démarquer aussi jeune qu'à son âge, encore là dans la vingtaine, début vingtaine, à avoir une voix singulière. Et ces deux artistes-là sont reliés par ce fait-là d'avoir trouvé très tôt leur identité et l'assumer
Je dirais l'assumer et la faire valoir dans notre société et être reconnu comme des porte-paroles, comme des gens qui ont quelque chose à dire, comme des créateurs aussi crédibles par leur approche, par leur œuvre. Et ça, à leur âge, c'est quand même singulier. Je pense aussi qu'on peut faire une comparaison avec Xavier Dolan. Tout à fait, On a beaucoup oui. rapproché le travail de Xavier Dolan à Édouard Louis. Oui, tout à fait, qui rompait lui aussi avec son milieu. Oui. Et bon, tout ce rapport avec l'homosexualité, avec sa famille, oui, tout à fait. C'est pas une rupture avec la tradition. On parle beaucoup de ça, de cet enjeu-là. C'est pas refuser l'histoire ou refuser le passé. C'est s'assumer tel quel et essayer finalement d'amener un espèce de mouvement dialectique dans une société pour faire avancer les mentalités. Mais je crois que ces trois artistes-là n'adoptent pas une posture moralisatrice. Non. Donc, pas le « il faut que », pas « j'ai la vérité absolue ». Ils témoignent de leur réalité, de leur histoire, et je crois que le message passe. Donc, vous pensez que ce message, en fait, vous me dites qu'en France, ça a une portée quand même large. Très large, oui, oui, oui. Ici, peut-être un peu moins. Bon, on n'a pas entendu parler d'Édouard Louis, mais on laisse tellement peu de place à la littérature, de toute façon. Au Québec, pas parce qu'on n'aime pas la lecture, mais parce que peut-être qu'on a des dirigeants qui n'ont pas à cœur la lecture, les livres. D'ailleurs, je reviens d'Acadie, où je rencontrais le ministre de l'Éducation, Serge Roussel, qui affirmait haut et fort que lui, la lecture avait changé sa vie, l'avait fait naître, l'avait émancipé. Il lisait Zola à 8 ans. Je veux dire, c'est pas notre ministre de l'Éducation actuel qui dirait une telle chose. Effectivement. Et c'est navrant. Donc, d'avoir une démarche autobiographique, c'est quelque chose qui vous rejoint et quelque chose que vous avez vous-même employé dans votre travail de création. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'autobiographie, c'est peut-être pas le bon terme ou le terme exact pour préciser un peu ce que je fais ou ce que j'essaie de faire, bien que je vois pas nécessairement ça comme de la création, mais c'est vrai que je fais certaines choses, écrire un livre, un essai, faire un documentaire. C'est vrai que la forme autobiographique s'impose, notamment dans mon film, mais c'était pas mon choix, parce que le réalisateur, c'est pas moi qui ai réalisé premièrement le film. J'ai conceptualisé à la base, mais le scénario a changé parce que la réalité du documentaire fait en sorte que c'est amené à se transformer avec le tournage. Mais le réalisateur s'est dit, et c'est ce qu'on m'a dit depuis que j'ai commencé à me battre pour la cause de décortiquer le culte des apparences dans notre société. Tu dois te révéler, tu dois te montrer vulnérable parce que tu l'es et assumer ou faire part de tes paradoxes parce que monsieur et madame à la maison vont les remarquer et vont se poser des questions. De toute façon, on a tous des paradoxes et en fait, c'est plus que vous vous inspirez d'un vécu, d'une expérience personnelle. Je pense qu'il faut soit qu'on écrive ou soit qu'on parle de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, moi, c'est ça que je connais. Je pense que ça teint mon regard, ça influence certaines choses, ça influence ma perception des choses, mais moi, j'aime lire les gens qui se commettent et qui se dévoilent, quitte à ce qu'il y ait un malaise, quitte à ce que ça soit pas tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. C'est pas ça. Non. Donc, assumer, je dirais, mais parfois la tristesse. Oui, il faut. Moi, je trouve que c'est complètement lassant quand une voix n'est pas authentique. Ça vient pas me toucher, du moins comme personne, comme auditrice, comme lectrice, etc. J'aime la vérité. C'est ce qui vient me toucher dans une œuvre. C'est ce qui m'appelle, m'interpelle. Et je crois que n'importe quel lecteur ou spectateur est intelligent et va être sensible à la vérité de quelqu'un. Moi, j'ai essayé d'être vraie dans ma démarche et authentique. Probablement qu'avec les années, ça va se transformer, ça va se raffiner, ça va prendre... Vous êtes toute jeune, vous aussi. Oui, c'est sûr. Donc, quand on écrit... Bon, c'est sûr qu'à 23 ans, je vais regarder ce que j'ai fait dans 20 ans, puis je vais dire, c'était ce que j'avais à dire à 23 ans. Mais je pense que c'est important aussi de laisser la voix brute. Je donne un exemple. Édouard Louis, je dirais qu'on sent quand même que c'est un premier ouvrage parce que son ton, même s'il va un peu dans l'autobiographie, est tout de même neutre, un peu scolaire, etc. Puis ça, justement, je pense que les années font en sorte qu'on accepte encore plus la vérité, on accepte les imperfections et on y va à la vérité telle qu'elle est. Léa Clermont-Dion, merci beaucoup de vous être révélée encore aujourd'hui et d'avoir partagé Je commence à avoir ces inspirations avec nous. Parfait, merci beaucoup. Merci.